merci beaucoup d'être présent. Merci Niki de nous avoir organisé techniquement la retransmission. Donc, je suis très heureux, comme président de l'Institut Joannet, d'accueillir toutes les personnes qui sont connectés à cette conférence. Évidemment, vous présenter les excuses de l'IFJD, même si nous ne sommes pas vraiment pour quelque grand-chose. On aurait préféré faire cette conférence en direct, mais vous savez que l'actualité sociale est ce qu'elle est, et en plus, on n'avait pas anticipé, mais elle est encore plus dans cet après-midi, et les risques de perturbation du réseau des transports sont importants. Donc c'est pour ça qu'on a préféré organiser cette conférence en distanciel, le professeur Badi étant en direct avec nous, et puis éventuellement, quand le climat social se sera apaisé en France, on pourra tout à fait imaginer une deuxième version, une deuxième mi-temps de cette intervention avec sa présence effective parmi nous. Alors, je voudrais dire également qu'on est heureux de vous accueillir. Je souhaite la bienvenue, évidemment, à nos étudiants, à mes collègues, mais aussi aux lycéens qui se sont connectés et à leurs professeurs, puisqu'on est dans le cadre d'une opération qui a été montée par le Collège d'études internationales et la faculté et l'Institut Joannet pour permettre aux lycéens, et notamment aux lycéens de terminale, qui sont passionnés de relations internationales, de géopolitique, mais peut-être qu'ils vont entendre des choses plus désagréables sur la géopolitique, mais sont passionnés de ces matières, de pouvoir déjà anticiper leur arrivée à la faculté, leur arrivée dans l'université en général, et peut-être dans la filière droit humanitaire, action internationale humanitaire qui est mise en place. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents, et puis surtout un immense merci au professeur Bertrand Badi d'être présent parmi nous. Alors, je suis très heureux et très honoré de l'accueillir à bien des égards. D'abord parce qu'il est un professeur de sciences politiques de renommée internationale. Il est professeur émérite de l'Institut d'études politiques de Paris, de Sciences Po Paris. C'est un grand spécialiste des relations internationales. Je ne me lancerai pas dans la liste des publications et des livres qu'il a commis parce que ça nous prendrait trop de temps. En fait, il faut savoir que le professeur Badi publie énormément d'ouvrages, de réflexions très pertinentes, très incisives sur les relations internationales. J'avais entre autres beaucoup apprécié, mais on connaît beaucoup de ses titres, des moments de sans souveraineté sur la fin des territoires. J'avais, pour ma part, beaucoup apprécié son travail sur le temps des humiliés, la pathologie des relations internationales, l'introduction des sentiments dans les relations internationales. C'est toujours un thème extrêmement fort, extrêmement décapant et qui nous fait du bien, nous en général et nous juristes en particulier, qui nous sort de nos certitudes, de nos pseudo-certitudes normativistes. Et puis, je suis aussi heureux, très heureux de l'accueillir, je dois le dire, parce que j'ai été son étudiant il y a quelques années maintenant, à Clermont-Ferrand, quand le professeur Badi assurait les cours de sciences politiques en troisième, quatrième et cinquième année à Clermont-Ferrand. J'ai eu ce grand plaisir et ce grand honneur d'être son étudiant. Et nous nous sommes retrouvés il n'y a pas très longtemps à Bangui, en République centrafricaine, où nos activités nous poussaient l'un et l'autre à être présents. Et je dois avouer que, retrouvant Bertrand Badi, parlant dans un amphithéâtre, j'ai pu mesurer toute l'influence qu'il avait eue sur moi et sur la manière dont je pouvais parfois faire court. Et je me suis aperçu que même sans le savoir, je m'étais beaucoup inspiré de sa posture pédagogique. C'est donc pour moi un très grand plaisir d'accueillir le professeur Bertrand Badi non plus dans notre faculté, mais dans notre réseau. Et je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre. Vous dites votre plaisir et ça me touche beaucoup. Le plaisir est vraiment partagé au nom des souvenirs que vous évoquez, au nom d'une complicité intellectuelle et amicale qui s'est tissée au fil des années, même si nous ne nous voyons pas souvent. Il a fallu effectivement se retrouver en Afrique centrale pour pouvoir renouer un contact direct et physique. Mais sachez que vous appartenez à cette génération de professeurs qui ont été effectivement mes étudiants à cause de la différence d'âge, auxquels je reste très attaché. Alors mon plaisir est un peu gâché, si je puis dire, parce que j'aurais bien aimé être là en présentiel pour vous rencontrer, pour rencontrer Jean-Pierre, pour partager à Bayonne des temps que j'aurais sûrement beaucoup appréciés.
Mais la situation étant celle que vous venez de rappeler, il a fallu se rabattre sur cette forme évidemment peu conviviale, peu humaine, peu durkheimienne, moi qui suis un élève du grand sociologue et qui aime tant les liens sociaux, les liens virtuels ne sont pas vraiment des liens humains. Mais l'essentiel, c'était d'être au rendez-vous. Je suis là et c'est avec un grand plaisir que je vous présente ces éléments d'une conférence décrivant les transformations de l'ordre international et ces transformations qui sont particulièrement sensibles. Vous évoquez la situation sociale, mais que dire de la situation mondiale et de la situation internationale ? Et ça me permet peut-être d'avancer immédiatement ce qui sera le noyau dur de la thèse que je voudrais plaider devant vous. Je pense que l'on a un double défaut dans notre regard. D'abord, et c'est très humain, nous regardons le monde, nous regardons les relations internationales en nous retournant ou simplement en contemplant notre rétroviseur. Et ceci me paraît être une très mauvaise méthode. On parle beaucoup de retour de la guerre froide, de retour de la guerre, de retour des nations, de retour de l'État, de retour des frontières, de retour de la puissance. Eh bien, il faut le savoir, l'histoire n'offre que des allées simples et que parler de la situation actuelle en utilisant un vocabulaire des années 60 est absurde. Est absurde pour une raison très simple, c'est que le contexte a profondément changé. La guerre froide, et là j'appartiens à une génération qui l'a connue, qui l'a vécue, qui l'a observée, qui en avait peur d'ailleurs aussi. C'était deux blocs militaires qui se faisaient face. Or, aujourd'hui, il y a un bloc occidental, mais il n'y a plus de bloc en face. Il y a un État, la Russie, avec le prince que nous connaissons qui est à sa tête. Il n'y a plus de confrontation idéologique, car il n'y a pas d'idéologie derrière le poutinisme. Il n'y a pas ce face-à-face qui est complètement démenti aujourd'hui, et j'y reviendrai dans mon exposé, par la force, l'intensité des interdépendances. L'interdépendance entre la Russie et le monde occidental qui s'est fait particulièrement remarquer lorsque, aussitôt le conflit amorcé, on a eu à faire face à une crise énergétique, puis ensuite à une crise économique, mais aussi vers le sud à une crise alimentaire qui est particulièrement remarquable et qui ne correspond pas du tout à ce qu'était la configuration de la guerre froide. Et puis la guerre froide était une époque environnée par ce que l'on appelait de manière un peu péjorative un tiers-monde, ou pire encore, la périphérie. Or, aujourd'hui, cette périphérie, ce tiers-état de la vie internationale, est remplacé par des puissances émergentes extrêmement vibrantes. Et Dieu sait, ça fait partie des hypothèses qu'il faudrait retenir. Est-ce que notre Europe ne va pas être reconfigurée par la pression que peuvent exercer certaines de ces puissances émergentes, notamment la Chine, peut-être l'Inde, le Brésil et d'autres encore, qui semblent avoir davantage la main sur la solution du conflit russo-ukrainien que les États européens eux-mêmes. Donc, vous voyez, le décor a complètement changé. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça pour démoraliser un professeur de relations internationales. D'abord, nous ne sommes même plus sûrs de notre discipline. Est-ce que le mot relations internationales aujourd'hui a encore tout le sens qu'il pouvait avoir autrefois? J'ai commis un livre il y a maintenant 2 ans, c'était à la faveur du confinement, qui s'appelle L'intersocialité, pour montrer que nous entrons dans une séquence où les relations intersociales sont plus importantes et plus déterminantes que les relations interétatiques.
qu'aujourd'hui, le social court plus vite que le politique et que le politique est réactif là où le social est proactif. Et après tout, à l'échelle des nations et de notre nation, nous le voyons en direct dans les heures qui sont les nôtres en ce moment. Donc, il y a déjà une confusion. Sur quoi travaillons-nous ? L'autre confusion est encore plus grave. Et je pense qu'elle est d'autant plus grave que personne n'en prend la mesure. En fait, d'un système international, ne parlons pas de communauté internationale qui fait hurler tant de monde, et effectivement le terme est parfaitement impropre, mais en fait de système international, nous évoluons dans un contexte marqué par une pluralité de systèmes internationaux. Et quand on est face à plusieurs systèmes en même temps, la gestion, la gouvernance, comme on dit maintenant, s'en trouve compliquée. Il y a au moins deux axes qui permettent de comprendre cette pluralité préoccupante, en tous les cas gênante par rapport à notre savoir-faire de systèmes internationaux. Vous avez d'abord une pluralité horizontale. Il ne faut jamais oublier une chose, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Lorsque s'est créé le premier système international, que l'on appelle dans notre jargon le système westphalien, à cause de la paix de Westphalie en 1648 qu'il l'avait créé, ce système international ne s'adressait qu'à une région, qui était l'Europe. Et cette Europe était culturellement relativement homogène, même très homogène, religieusement, historiquement, même linguistiquement. Aujourd'hui, nous assistons à un système international mondialisé et à travers cette mondialisation, il faut prendre en compte le fait que tous les habitants de cette terre, les 8 milliards que nous sommes, et tous les princes qui gouvernent ces 8 milliards d'individus ne parlent pas le même langage, n'ont pas la même conception de ce que veulent dire des mots apparemment simples, paix, guerre, équilibre de puissance, hégémonie, domination, légitimité, mondialisation. Est-ce que vous croyez véritablement que dans la bouche d'un Xi Jinping ou dans la bouche d'un Ramaphosa ou dans la bouche d'un maréchal Sissi, dans celle de Biden, de Poutine ou de Macron, ces mots ont le même sens? Nous sommes dans un monde de juxtaposition de systèmes de compréhension différents, ce qui, évidemment, préempte, hypothèque, et je vous dirais même tout à l'heure pratiquement démonte l'idée de négociation internationale. Pour négocier, il faut pouvoir se comprendre. Si vous ne vous comprenez pas autour d'une table, eh bien, il ne se passe rien. Et le plus probable, c'est que vous n'arrivez même pas jusqu'à la table. Donc, il y a déjà cette pluralité horizontale qui pose problème. Et puis, il y a une autre pluralité qui est verticale. C'est-à-dire, en fait, il y a, d'un point de vue vertical, deux systèmes internationaux. Il y a le système international des princes et il y a le système international des peuples ou des sociétés. Et croyez-moi, ce n'est pas la même chose. Le système international des princes est un système international extrêmement conservateur qui évoque encore la table du Congrès de Vienne de 1815, qui croit que par un jeu interétatique de négociations plus ou moins publiques ou plus ou moins secrètes, on peut résoudre les choses, qui croit encore en l'équilibre de puissance, alors qu'en dessous, parce que c'est l'image qu'on en a, il y a le vrai système international, celui qui découle du quotidienneté de la mondialisation et celui qui dérive de ces millions, de ces milliards d'interactions quotidiennes entre les individus au-delà des frontières, au-delà des territoires stato-nationaux. Eh bien, cette situation-là, qui n'était pas connue de nos pères fondateurs de la théorie politique et de la théorie des relations internationales, cette situation-là, il faut dire les choses telles qu'elles sont, personne ne sait les gérer. Et ce face-à-face avec l'inédit,
ce face-à-face avec l'inconnu, évoquerait, à travers les crises internationales que nous vivons actuellement, la situation d'un patient qui se rendrait chez son médecin et auquel son médecin dirait « Écoutez, vous êtes atteint d'une pathologie qui est inconnue, que je ne sais pas soigner et à propos de laquelle, évidemment, il n'y a pas de traitement. » Si le médecin est intelligent, il en est conscient et il va essayer de concilier l'inconciliable. Mais si le médecin est sûr de lui, il va prescrire un traitement qui n'est pas adapté, ce qui a pour effet mécanique d'aggraver le mal. Eh bien, c'est un peu ça la situation aujourd'hui. Alors, au-delà de ces hors-d'œuvre, de cet apéritif conceptuel, je voudrais essayer de voir avec vous, pendant la grosse demi-heure qui me reste, cette espèce de navigation à vue qui est la nôtre, ce passage d'un monde qui nous était familier, dont nous connaissons l'histoire, dont nous connaissons les recettes, et qui continue à inspirer l'essentiel de notre droit international, de nos pratiques diplomatiques, de nos mœurs telles que nous les développons sur la scène internationale, et comprendre comment cet ordre est dépassé par quelque chose de nouveau qu'on va essayer d'identifier à tâtons. Et comme je ne voudrais pas que cet exposé soit uniquement théorique et abstrait, peut-être pourrons-nous deviner à travers ce passage la signification réelle des crises que nous vivons actuellement, c'est-à-dire bien sûr le conflit russo-ukrainien, à propos duquel on dit à peu près tout et n'importe quoi, mais aussi que l'arbre ne cache pas la forêt, tous ces conflits qui sont de véritables poudrières, de véritables volcans de notre système planétaire, les conflits africains, le conflit du Sahel, le conflit du Congo, le conflit de la Corne de l'Afrique, le conflit du Tigré, et puis ces conflits du Grand Moyen-Orient qui, en l'espèce, iraient du Yémen jusqu'en Afghanistan. Alors, d'où venons-nous? Nous venons d'Europe. Et je le dis, je le répète, parce que c'est là une première illusion qu'il faut combattre. Notre système international est universel, mais il n'est pas d'origine universelle. Il a été créé à la fin du Moyen Âge, au temps de la Renaissance, pour faire face à une série de crises. Ça ne veut pas dire que les autres peuples et les autres histoires ne connaissaient pas les relations extérieures. Évidemment, chaque cité constituée, que ce soit sous forme d'un empire ou d'une petite cité-État, doit gérer ses rapports avec l'autre, doit gérer son altérité. Seulement, la grande différence, c'est que ces altérités n'étaient pas interétatiques. Si le système international inventé à la Renaissance en Europe a cette vertu, en est-ce d'ailleurs véritablement une, d'être première, c'est parce que c'est ce système qui a pour la première fois tenté de réguler les rapports entre les États-nations souverains. Et là, évidemment, il faut faire référence au père fondateur. Ce père fondateur, il faut le connaître parce que finalement, il a tout décidé pour nous. Je m'adresse tout particulièrement à nos amis élèves ou étudiants, c'est un personnage central. Il est philosophe, il est anglais, il s'appelle Thomas Hobbes. Il a écrit un ouvrage qui est en quelque sorte la Bible politique du monde occidental, mais qui est devenu malencontreusement et sans égard aux différences, la Bible universelle de l'ordre politique contemporain. Alors,
il faut dire quelques mots de ce personnage qui est assez étonnant. Hobbes est né dans une famille modeste, d'un père qui a abandonné le foyer. Je vais faire un peu de psychanalyse, si vous permettez. Et d'une mère qui était elle-même d'origine sociale très modeste, mais qui, lorsqu'elle attendait son fils, enfin, elle ne savait pas encore que c'était un fils, quand elle attendait son enfant, en 1588, a été prise d'angoisse et de panique. Pourquoi ? Parce que elle a appris à ce moment-là, presque en direct, que l'Espagne avait monté cette invincible armada qui devait envahir l'Angleterre. Elle a eu tellement peur que le petit Hobbes, le petit Thomas, est né prématuré. Et les psychanalystes nous disent qu'il en a eu une obsession sécuritaire, une peur qui structurait sa pensée. La pensée de Hobbes, c'est d'abord la pensée de la peur. Et ce dont nous sommes héritiers, c'est d'un régime mondial de la peur. Il faut le savoir. Et d'autant plus que lorsqu'il va grandir, Hobbes va rencontrer deux événements effrayants. Sur le plan international, la guerre de 30 ans, 1618-1648, qui s'achèvera justement par la paix de Westphalie dont je parlais tout à l'heure, et sur le plan intérieur, une guerre civile anglaise extrêmement violente et cruelle. Et donc, Hobbes a marqué le point de départ de la modernité politique par une curiosité qui consiste à dire la politique, ça sert à quoi ? À offrir de la sécurité. C'est-à-dire que Hobbes rompait avec le maître à penser jusque-là, qui était le grand philosophe grec Aristote, qui lui disait pas du tout. La politique, elle est là pour assurer la coexistence entre des individus différents qui ont envie de vivre ensemble. C'était la base même de la cité. Hobbes dit le contraire. Hobbes dit les hommes ont peur de vivre ensemble. Et il faut donc qu'il y ait un souverain pour assurer leur sécurité. D'où effectivement cette légitimité de l'État. Cette légitimité de l'État que Hobbes veut fort et terrifiant, voilà encore la peur, et c'est la raison pour laquelle il lui donne le nom de ce monstre biblique qui est le Léviathan. Et vous connaissez tous le pacte social hobbésien, les individus vont abandonner entre les mains du souverain une part de leur liberté pour, en échange, obtenir la sécurité. La sécurité passe devant la liberté. Voilà qui fonde la légitimité de notre État moderne. Mais il y a un prolongement à cela. Si le souverain est souverain, lorsqu'il se retrouve sur la scène internationale, il n'est en situation d'obéir à personne, et surtout à aucune loi commune. Et c'est pour ça que Hobbes se méfiait beaucoup du droit international naissant. Le souverain n'obéit qu'au souverain. Alors, si un souverain est en conflit avec un autre souverain, si un souverain est indifférent avec un autre souverain, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Hobbes règle le problème de façon dramatique, dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, en disant il n'y a pas d'autre solution à ce moment-là que de faire la guerre. Et cette philosophie politique moderne qui est en train d'être tissée va ainsi fonctionnaliser, légitimer la guerre étant un instrument fonctionnel des relations entre États. Ce qui va conduire à deux séries de conséquences. La première porte sur l'État. L'État va très vite comprendre le parti qu'il peut tirer de ce mandat qui lui est donné. Enfin, quand je dis l'État, je pense d'abord au prince, bien sûr, surtout en cette époque d'absolutisme. Et le prince va comprendre qu'en faisant la guerre, il se renforce et il renforce l'État. Et que donc l'État a intérêt à faire la guerre pour se renforcer. C'est ce que le grand sociologue historien américain, états-unien Charles Tilly
appelle le war making, state making. Plus vous faites la guerre, plus vous faites de l'État, et plus vous faites de l'État, plus vous faites la guerre. C'est le parfait cercle vicieux qui a été le jeu dialectique courant jusque, on ne peut pas donner de date, surtout pas de date précise, mais en gros, on peut le dire, jusqu'à la fin de la bipolarité, la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin. Puis il y a une deuxième conséquence qui est extrêmement importante. Ce modèle qui fonde notre modernité internationale et qui, encore une fois, se prolonge jusqu'à pratiquement aujourd'hui et dans la tête de beaucoup, notamment de M. Poutine, qui est valable plus que jamais aujourd'hui même. Dans cette grammaire, donc, les choses sont claires, les choses sont simples. On est potentiellement dans une situation de guerre permanente, qui conduit d'ailleurs un auteur comme Raymond Aron à considérer qu'il n'y a pas de paix, il y a simplement de l'entre-deux-guerres. Et d'ailleurs, la paix, dans notre histoire, n'a jamais reçu de définition. La paix, ce n'est rien d'autre que l'entre-deux-guerres. C'est coûteux, c'est dur, même si ça paraît rationnel. Et quelquefois, la raison a quelque chose de coûteux. Alors, Hobbes lui-même, et surtout ses épigones, vont équilibrer cette formule en disant, pour que la guerre ne soit pas perpétuelle, c'est très simple, il faut définir un modèle d'équilibre de puissance. Si vous êtes plus puissant que le voisin, vous allez taper sur le voisin. Si le voisin est plus puissant que vous, il va taper sur vous. Mais si vous êtes de puissance équilibrée, personne n'aura rationnellement intérêt à prendre l'initiative d'attaquer l'autre. Alors les anglo-saxons étaient très contents parce que ça débouchait directement sur un concept qu'ils connaissaient bien dans leur théorie constitutionnelle, qui est le concept de balance of power. C'est-à-dire que le maître mot des relations internationales, c'est l'équilibre de puissance. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, tout ceci a duré jusqu'à il y a très peu de temps, mais tout ceci, c'est fini. C'est fini. Attention, je reprends ce que je disais tout à l'heure. C'est fini dans la réalité des choses de ce monde et je vais vous le démontrer, mais ce n'est pas fini dans la tête des princes qui non seulement sont nostalgiques de cet ordre hobbesien, non seulement ont appris sur les bancs de l'école et de l'université ce modèle hobbesien, mais qui, en plus, sentent bien que abandonner le modèle hobbesien, c'est pour le pouvoir politique perdre des ressources précieuses. Donc, pas intérêt à prendre en compte les pulsions nouvelles dont je vais vous parler dans un instant, intérêt au conservatisme. Alors, juste une phrase pour vous dire que ce conservatisme, il a, je dirais, une feuille de route. Et cette feuille de route fait énormément de mal. Ça s'appelle la géopolitique, terme qui est dans la bouche de tout le monde. On n'arrête pas de vous parler de géopolitique. Quand je vais à la radio ou à la télévision, on me présente comme un adversaire de la géopolitique et après on me dit, Bertrand Badi, géopolitologue à Sciences Po. Bon, ça fait partie des amusements de la galerie, mais en fait, c'est un triste amusement. Car la géopolitique, c'est l'anti-humanisme absolu. La géopolitique, et le grand Durkheim l'a dit dès la fin du XIXe siècle en critiquant Ratzel, l'un des fondateurs de la géopolitique, c'est la construction d'un déterminant structurel qui fait des individus rien d'autre que le prolongement incapable et totalement dépendant des structures cartographiques du monde. Si vous avez des manuels de géopolitique, allumez votre feu avec en cette période de crise énergétique. C'est là qu'elle pourra être le plus utile. Car il faut que vous sachiez que la géopolitique est une triple supercherie. D'abord parce que le monde n'est plus seulement géo. À l'époque de la virtualité, on en sait quelque chose en ce moment.
Ensuite, parce que le monde n'est plus exclusivement politique, là où les paramètres économiques, sociaux, culturels, religieux viennent fortement compliquer le jeu des facteurs des relations internationales, et surtout parce que la géopolitique n'existe que par l'interprétation que des individus font de celle-ci, que ces individus soient sages ou fous. La géopolitique ne devient une composante de la décision internationale qu'à partir du moment où elle est interprétée par des individus qui ont des idéologies, des croyances, des affects, des objectifs, des obsessions et tout ce que vous voulez. Mais pourquoi tout cela qui aurait pu tenir à un moment donné du temps est aujourd'hui dissipé? Pourquoi ça ne marche plus? Mais il s'est passé quantité de phénomènes. Et ces phénomènes sont plus que jamais perceptibles, y compris et surtout là où on croit voir ressurgir la guerre traditionnelle, comme par exemple en Ukraine. D'abord, premier élément qu'il faut savoir prendre en compte, c'est ce lent mouvement de socialisation des relations internationales. C'est-à-dire que peu à peu, les sociétés, les peuples, les individus, les acteurs sociaux se sont emparés des relations internationales. C'est pour ça que je parle d'appropriation sociale des relations internationales. Ça a commencé dès la Révolution française, à travers les soldats de l'an 2, ceux-là qui expliquaient qu'ils n'étaient pas là pour servir une géopolitique, évidemment ils n'employaient pas le terme, mais qu'ils étaient là pour faire trembler les ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil. Ces despotes qu'ils invitaient à descendre au cercueil. Et on a vu à partir de la Révolution française, peu à peu, la société et les relations internationales se rapprocher. Une autre étape a été le formidable mouvement des nationalités au XIXe siècle, qui a tellement fait peur à ce conservateur hobbesien qui était Metternich. Mais là, les choses ont été rattrapées par le vieux modèle. On a construit une définition objectiviste, objective ou positiviste de la nation, faisant des individus des obligés de la nation et non des créateurs de la nation. Et tout ceci a fait de la nation, on l'a vu à travers les travaux de Carl Schmitt, un instrument de ce réengagement de la puissance des États. En fait, ce qui a fait bouger les choses, c'est un événement majeur que l'on n'étudie pas suffisamment et qui est la décolonisation. La décolonisation, ça a été un événement international explosif, parce que pour la première fois dans l'histoire, le faible gagnait sur le fort. Et moi qui ai vécu à l'âge de 4 ans Dien Bien Phu, je m'en souviens très bien. Et la même chose serait valable pour la guerre d'Algérie. Comment concevoir dans un monde de puissance que le faible puisse gagner? Ça, c'était effectivement une grande énigme qui n'a pas quitté notre réflexion contemporaine. Car réfléchissez bien, depuis 1945, les États-Unis n'ont pas gagné une seule guerre, à l'exception de celle menée multilatéralement sous mandat des Nations Unies, comme l'opération Tempête du désert en 1991. Mais sinon, battu au Vietnam, battu en Afghanistan, battu en Somalie, il y a là, pour une puissance qui couvre entre 30 et 40% des dépenses militaires du monde, un élément de surprise, d'autant que la thèse dite du déclin américain ne tient pas debout. Les États-Unis ne sont pas en déclin. C'est la puissance qui est en déclin. Et si la puissance est en déclin, ça veut dire que l'équation hobbesienne ne fonctionne plus. Puis après, vous avez eu un autre événement extrêmement important qui est la dépolarisation. C'est-à-dire
la guerre froide dont je parlais tout à l'heure permettait de prolonger ce langage et cette mécanique issue de l'œuvre de Hobbes. Après tout, le bloc soviétique et le bloc américain, c'était deux gladiateurs façon Hobbes. Le 2 décembre 1989, en rade de La Valette, sur un bateau de guerre américain, le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, a dit tout d'un coup à George H. Bush, le père de l'autre Bush, l'URSS n'est plus intéressée par la compétition avec l'Occident. C'est-à-dire a mis fin à cet affrontement, cette compétition multiséculaire entre États. Du moins, voulait-il le faire. Les choses ensuite se sont compliquées. Mais avec la fin de la bipolarité, on a assisté de manière définitive à la fin de cette compétition entre puissances de même niveau. Et donc, on est entré dans une autre séquence de l'histoire. Et cette autre séquence de l'histoire, elle a pris un tournant et une tournure particulièrement remarquable avec ce grand phénomène que l'on appelle la mondialisation. La mondialisation, on ne peut pas la dater parce qu'elle n'a pas de point de départ. Je récuse le discours qui consiste à dire qu'il y a eu plusieurs mondialisations. Non, la mondialisation que nous vivons depuis un certain temps, elle n'a pas de précédent, ne serait-ce que par la force des liens d'interdépendance et d'intercommunication qui se sont établis. On dira qu'elle s'est lentement formée dans le contexte du dernier quart du XXe siècle. Alors vous savez peut-être, je le dis là aussi à nos amis étudiants et élèves, que l'on n'a toujours pas su en sciences sociales définir la mondialisation. Il n'y a pas de définition communément acceptée de la mondialisation, mais il y a consensus sur 3 symptômes, que sont l'inclusion, l'interdépendance et la mobilité. Et ces 3 symptômes nouveaux vont complètement bouleverser l'ordre des relations internationales. L'inclusion, ça veut dire quoi ? Là, pour la première fois dans l'histoire, pour ça qu'il n'y a pas de mondialisation précédente, pour la première fois dans l'histoire, tous les habitants de la planète sont sur le même bateau, sauf peut-être les Palestiniens, les malheureux. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde d'inclusivité quasiment absolue. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quelque chose de très concret. Ça veut dire que la République centrafricaine, dont on parlait il y a un instant, a un PIB par habitant et par an de $600, là où le Luxembourg a un PIB par an et par habitant de $110 000. Vous comprenez qu'il y a là un problème. Et vous comprenez surtout qu'à partir du moment où cette équation est posée, non seulement on s'aperçoit que la mondialisation a inventé le système social le plus inégalitaire qui ait jamais existé, mais surtout que l'agenda international s'en trouve complètement transformé. C'est-à-dire que les enjeux sociaux, enjeux alimentaires, enjeux sanitaires, enjeux climatiques et bien d'autres encore, deviennent plus structurants de l'agenda international que les enjeux géopolitiques, comme on disait autrefois. Et puis, à côté de ça, il y a cet autre symptôme de l'interdépendance. Tout le monde dépend de tout le monde. Tout le monde dépend de tout le monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un, on n'est plus sous les auspices d'un principe de souveraineté absolue, comme le pensait Hobbes. On n'est pas souverain quand on dépend. Bah, ça, M. de la Palisse me l'a confirmé encore récemment. Et d'autre part, cela veut dire que tout le monde a besoin de tout le monde. Et que tout le monde, chaque unité, dans sa survie, dépend de la stabilité globale. C'est la raison pour laquelle la Chine aujourd'hui, qui est probablement de tous les pays du monde celui qui est le plus engagé dans la mondialisation, qui en a le plus profité, la Chine aujourd'hui n'a aucun intérêt à une déstabilisation de l'ordre international parce qu'elle en dépend étroitement. Et c'est la raison pour laquelle
au lieu de dire comme ça à l'emporte-pièce que la Chine est l'allié de la Russie, ce qui est complètement faux. Elle a surtout un intérêt à un équilibre international qui va dicter les prochains mois de sa diplomatie. Et enfin, la mondialisation, c'est la mobilité absolue. Nous sommes dans un système de très grande mobilité qui met au défi la notion de frontière comme le principe de territorialité. Et ce double défi est un défi extrêmement important. Pourquoi ? Parce que notre ordre international, lui, repose sur le principe de fixité et de territorialité. Vous savez que État et statisme, c'est la même racine, alors que les conditions mêmes de notre monde moderne, c'est la circulation, c'est la mobilité des personnes, des images, des sons, des idées, des marchandises et ce qui s'ensuit. Alors, derrière tout cela, il se cache, et je voudrais terminer là-dessus, mais rassurez-vous, quand un orateur dit qu'il va terminer là-dessus, il en a encore pour un petit moment. Je voudrais montrer, en tous les cas, le débouché de tout cela, à savoir un formidable renversement. Le monde de Hobbes, qui est le monde de notre système international officiel, est un monde d'acteurs en compétition et en confrontation, d'acteurs en situation de méfiance, voire de défiance réciproque, d'acteurs stratèges. Eh bien, cet acteur qui était au centre des relations internationales s'efface maintenant devant le système. Aujourd'hui, le système dépasse l'acteur. Et ça, c'est un bouleversement énorme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que présenter comme ça, c'est très abstrait. Ça veut dire concrètement que les vrais dangers, les vraies menaces, les vrais périls sur notre humanité ne viennent plus des acteurs ou ne viennent plus principalement des acteurs, car l'acteur malveillant, on le voit bien à la frontière russo-ukrainienne, il existe toujours. Mais le principal danger ne vient plus de l'acteur, mais des dysfonctionnements du système. Les dysfonctionnements du système, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce que, à la fin de notre précédent siècle, des auteurs, et en tout premier lieu une très grande institution onusienne qui s'appelle le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, ont appelé la sécurité humaine ou la sécurité globale. Ce qui fait le péril de notre monde, ce n'est pas le terrorisme. Le terrorisme, c'est chaque année, et selon les années, entre 10 000 et 40 000 morts. C'est la fin dans le monde, parce qu'elle, elle fait 9 millions de morts, c'est-à-dire l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center. C'est l'insécurité climatique qui, d'après l'OMS, fait à peu près autant, c'est-à-dire 8 millions de morts par an. Et ne parlons pas de la sécurité sanitaire, on en sait quelque chose depuis la crise du Covid. Et l'insécurité économique qui engendre la pauvreté structurelle. Eh bien, on n'est pas au bout de nos peines. Parce que non seulement cette insécurité globale liée au dysfonctionnement du système tue directement, mais elle tue aussi indirectement. Parce que l'analyse montre qu'elle est soit la cause première des nouveaux conflits, ce qu'on appelle les nouveaux conflits internationaux, soit elle s'inscrit comme effet dérivé des vieux conflits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez le conflit sahélien, c'est pure illusion de penser que le conflit sahélien, c'est la guerre entre des armées occidentales ou une armée française ou une opération Barkhane et des groupes terroristes djihadistes. Évidemment que ça existe, ces groupes terroristes djihadistes, mais ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité conflictuelle. Au fond de la guerre, au Sahel, vous avez la désertification qui augmente de 10 cm par heure, pas par jour, par heure. Et la désertification, ça crée effectivement une crise grave dans la
distribution des terres arables, une régression des surfaces cultivables au moment où la démographie explose. Et donc s'adresse cultivateurs contre pasteurs, cultivateurs entre eux. Ça engendre des batailles pour l'eau. Ça crée des situations invraisemblables comme celle autour du lac Tchad qui a diminué de 10, divisé par 10, sa surface aquatique. Et on pourrait dire la même chose du conflit au Congo, du conflit au Yémen, du conflit en Afghanistan. Et tout ça montre l'imbrication qu'il y a aujourd'hui entre ces dysfonctions du système et les guerres modernes, qui ne sont plus du tout des guerres obscènes. Mais cela montre surtout, et au-delà de ça, deux choses. La première, c'est que les guerres d'aujourd'hui sont des guerres sans stratège, c'est-à-dire des guerres passives. Ces dysfonctions-là, elles ne se combattent pas avec le canon. Elles supposent une régulation systémique que l'absence de gouvernance globale sur la planète est incapable de nous offrir. Et surtout, derrière tout cela, vous voyez tout un paysage nouveau apparaître, qui fait qu'autrefois, la guerre était associée à la conquête. La guerre, c'était le moyen par lequel un léviathan, un souverain, un État gladiateur, parce qu'il était plus puissant ou plus rusé, s'emparait du territoire du voisin. Or, avez-vous remarqué, depuis 1945, qu'il n'y a plus de guerre de conquête, ou plutôt quand elles se font, elles échouent. Que ce soit la conquête du Koweït par Saddam Hussein, que ce soit les conquêtes néo-impériales lancées par les anciennes puissances coloniales ou par les États-Unis, à chaque fois ça échoue. Au contraire, la décolonisation a ouvert la voie à un phénomène qu'il faudrait prendre en compte qui s'appelle, entre guillemets, bien entendu, la déconquête. Et quand, fait rare, une conquête se fait, je pense à la conquête de la Cisjordanie par Israël en 1967, il y a donc près de 60 ans, il y a 56 ans, 55, 56 ans, eh bien, elle ne s'accomplit jamais, car plus d'un demi-siècle après, cette conquête n'est pas accomplie et la résistance sociale est tout aussi forte. La boucle est bouclée. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce social qui se renforce face à un politique qui se trouve ainsi privé de ses capacités guerrières. Alors, et cette fois-ci, vraiment, je vais vers la fin. Cette absence de guerre de conquête explique l'échec lamentable de Poutine en Ukraine. Alors que même les mieux informés prédisaient ou prescrivaient que le président ukrainien Zelensky devait le 24 février 2022 quitter à la hâte Kiev pour se réfugier à l'ouest de l'Ukraine, bien cette armée considérée comme l'une des plus puissantes du monde n'a pratiquement pu conquérir aucun morceau du territoire ukrainien. Et alors que ça fait déjà plus d'un an et un mois presque que ce conflit dure. Ça veut dire aussi que la boussole des relations internationales est en train de changer. Que l'on voit que même des conflits à l'ancienne, comme la guerre russo-ukrainienne, se trouvent prédéterminés ou surdéterminés, employez le terme que vous voulez, par tous ces paramètres économiques et sociaux, qui finalement auront les derniers mots. C'est-à-dire ce qui reste du conflit russo-ukrainien, ce n'est pas une guerre mondiale, n'en déplaise au Saint-Père qui n'a pas été vraiment très bien inspiré quand il parlait de Troisième Guerre mondiale. Maintenant, Dieu seul sait si ça ne va pas en être une, mais pour l'instant, ça n'en est pas une. C'est une guerre mondialisée. Ça veut dire quoi une guerre mondialisée? C'est une guerre qui s'inscrit dans la mondialisation. Et en s'inscrivant dans la mondialisation, elle agit plus par effet d'irradiation que par effet de confrontation. Certes, la confrontation reste, elle est odieuse, ignoble, elle est sanglante, elle est insupportable pour le peuple ukrainien.
Mais on voit bien que les grands déterminants sont ces transformations systémiques de l'économie mondiale, de l'alimentation mondiale, peut-être de la santé mondiale, peut-être demain de la finance mondiale, dans le contexte de cette nouvelle confrontation. Face à cela, on avait cru, il y a maintenant plus d'un siècle, que en inventant le multilatéralisme, on trouverait la voie nouvelle qui permettrait d'entrer dans ce nouveau monde et de régler ces nouveaux problèmes. La SDN n'a pas réglé grand-chose, les Nations Unies non plus. C'est incroyable de penser que face à l'un des périls les plus graves qu'on ait connus depuis 1945, personne ne s'intéresse même à ce que fait le Conseil de sécurité, lequel Conseil de sécurité, par la voix inoubliable du délégué russe, M. Nemenzia, avait même eu l'audace, de dire en janvier 2019 que parler de questions de sécurité climatique au Conseil de sécurité était non seulement inutile mais contre-productif. Ce Conseil de sécurité se met en congé de la réalité. De même que, avez-vous remarqué, nous n'avons plus de secrétaire général des Nations Unies, ou plutôt celui-ci dort d'un sommeil qui n'est pas celui de la paix, mais qui est en tous les cas celui de soit l'indifférence, soit l'incompétence, soit l'incapacité. Eh bien, un autre secrétaire général des Nations Unies, mieux inspiré et plus brillant, Kofi Annan, avait pressenti qu'il n'y avait de solution pour tout ça dans cette formidable déclaration du millénaire écrite pour le 1er janvier 2000, que dans l'invention d'un multilatéralisme social qui prendrait en compte les besoins humains fondamentaux beaucoup plus que les réflexes de compétition militaire. En fait, c'est ça la grande interrogation. Est-ce qu'on saura faire passer les besoins sociaux fondamentaux avant les rivalités stratégiques? Vous allez me dire, c'est le professeur Tournesol qui parle, c'est de l'utopie. Pas du tout. Parce que, si vous y réfléchissez bien, prendre en compte les besoins sociaux de l'humanité, c'est utile, bien sûr, pour ceux qui souffrent, mais c'est utile aussi pour les plus nantis, car c'est une assurance pour leur sécurité de l'avenir. C'est la raison pour laquelle, petite lueur d'optimisme, l'avenir est non pas à la solidarité caritative, mais à la solidarité égoïste, celle qui, en s'exerçant, eh bien, finalement, vous rend service. Je vous remercie. Je ne vous Merci entends infiniment. pas. Ah, voilà. Mais là, vous m'entendez. Voilà. Je disais merci infiniment, cher Bertrand, pour votre analyse extrêmement riche, extrêmement dense et extrêmement intéressante. Moi, j'ai essayé de préparer, de réfléchir à quelques éléments de synthèse, mais c'est difficile parce que c'est très riche, c'est très dense, et surtout, on voit bien au fond que vous nous décrivez la confrontation de deux mondes. Un qui est déjà disparu, mais qui résiste, et un qui est déjà apparu, mais qui a du mal à émerger en fonction justement de cette résistance. Et peut-être que le point central de votre intervention, c'est cette distinction qui va exister entre les sociétés et les gouvernants, entre des gouvernants nostalgiques d'une puissance et des sociétés qui incarnent un nouveau type d'ordre social et d'un nouveau type d'ordre mondial. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très, très impressionnant et très intéressant parce que ça donne un sens à la globalité de l'évolution contemporaine. Ça redonne aussi et ça réhabilite un certain nombre d'acteurs visionnaires qui ont permis ce passage ou qui ont accompagné ce passage. Et vous avez fait référence à notamment Mikhail Gorbatchev, qui a été de ce point de vue-là un acteur très intéressant et très impressionnant de déconstruction de la puissance comme instrument de nouvelles politiques, la fameuse maison commune européenne
qu'il voulait mettre en place et qui n'a évidemment pas fonctionné. Et je dirais que Gorbatchev est tombé le premier dans cette conflit de nostalgie. Et c'est peut-être la première question. Alors, il y a plein de questions qui arrivent sur le chat et je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat. Moi, la première question que je voulais vous poser, on l'avait déjà un peu évoqué ensemble, notamment à Bangui. Vous avez fait un livre sur l'humiliation. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un livre aujourd'hui sur la nostalgie comme facteur d'explication et peut-être de facteur de crise des relations internationales? Ah, vous avez raison, ce serait extrêmement précieux, mais comme toujours, un mot et un seul réduit la complexité de notre monde, parce que il y a une part de nostalgie, sauf que la nostalgie, elle a deux pieds déjà. Il y a la nostalgie comme sentiment, comme affect. Je ne suis pas sûr que ça touche beaucoup de princes. Et il y a la nostalgie calculée, c'est-à-dire la nostalgie stratégique. Derrière les choix politiques de nos princes, si on les regarde bien, si on les écoute parler, si on les lit, si on les voit agir, il y a un mélange. Il y a un mélange d'abord de cynisme vertueux, c'est-à-dire quand on interroge l'acteur politique, il vous dit vous avez peut-être raison, mais on n'a pas de modèle alternatif. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas de modèle diplomatique accompli qui puisse faire écho à cette méga transformation. Et donc, faute de pouvoir inventer une diplomatie nouvelle que nous ne connaissons pas, on est obligé de continuer sur les modèles anciens. J'appelle ça un cynisme vertueux parce qu'il y a une vertu là-dedans, c'est celle de ne pas prendre le risque de l'imagination, qui serait évidemment très dangereux en relations internationales, mais il y a du cynisme parce qu'on est en fait très content d'en profiter. Et puis, il y a aussi, je dirais, des nostalgies qui sont inspirées par une volonté de puissance qui demeure non pas parce qu'on regrette le bon temps de Catherine II, mais parce qu'on s'aperçoit que la puissance à l'extérieur permet de résoudre bien des problèmes intérieurs. Ça explique pour beaucoup le comportement d'un Poutine, mais ça explique toutes les expéditions, toutes les interventions, y compris les interventions américaines ou les interventions européennes. Donc, cette nostalgie, elle a quantité de facettes qui vont de la sincérité absolue, de l'affect jusqu'au calcul et jusqu'à la stratégie. Alors, prenons un exemple concret. Les négociations sur le climat, les fameuses COP. Un étudiant de première année, peut-être que parmi les auditeurs, les internautes, certains s'y retrouveront, peuvent facilement comprendre et expliquer que la méthode de la COP ne peut pas aboutir, n'a aucune chance d'aboutir, parce que le bien climatique est un bien insécable, alors que la COP repose sur le principe de la négociation transactionnelle entre États. De même, le propre des grands enjeux de sécurité globale, c'est que pour les traités, il faut dépenser beaucoup à court terme pour obtenir un résultat à long terme. Alors que le propre de la rationalité politique, c'est de dépenser au minimum à court terme pour gagner le maximum à court terme.
et que si vous dites à vos électeurs, je vais doubler vos impôts pour réaliser la transition climatique ou la transition écologique, mais vous n'en aurez les bénéfices que dans 75 ans, c'est-à-dire ça sera pour vos petits-enfants, là, évidemment, vous avez toutes les chances d'être battu aux élections. Donc, on est face à une situation d'intransitivité absolue entre la logique, la rationalité politique et le traitement des enjeux de sécurité globale. Si je m'arrête là, on se suicide tous. On avale notre tube de Lexomil et on attend que ça passe. Je pense que quand même, il y a façon de corriger ce calcul qui semble incontournable. Il n'est pas incontournable. Parce que si vous regardez l'histoire, il y a deux principes qui vous font agir contre votre intérêt à court terme, qui mettent au défi ce court-termisme. C'est la peur et c'est l'appât du gain. La peur est un grand moteur. C'est grâce à la peur que les institutions de Bretton Woods ont été mises en place parce qu'on a eu peur de la crise de 29. C'est grâce à la peur que la SDN a été créée parce qu'on a eu peur de la Première Guerre mondiale. C'est grâce à la peur que le Conseil européen a été créé en 1815 parce qu'on a eu peur des guerres napoléoniennes. C'est grâce à la peur que l'ONU a été créée parce qu'on a eu peur de cette Seconde Guerre mondiale qui a quand même fait 60 millions de morts. Le résultat n'était pas très convaincant. Mais peut-être, d'abord, ces résultats n'ont pas été nuls non plus. Et je pense que, hélas, le monde n'a pas eu suffisamment peur pour faire sa mise à jour. Et je pensais que le Covid créerait une peur suffisamment forte pour justement que nous entrions dans la dialectique de la gouvernance globale. Ça n'a pas marché, je me suis trompé. Parce qu'on n'a pas eu assez peur du Covid. Il faudrait un autre Covid qui fasse beaucoup plus peur. Alors, il y a aussi l'appât du gain. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Pourquoi l'OMC, pardon, pas l'OMS justement, l'OMC a été créé, c'est par appât du gain, en se disant qu'en rationalisant les échanges commerciaux, on tirait un bénéfice supérieur que dans une compétition sauvage. L'OMC, ce n'est pas le rêve, c'est mieux que rien, mais l'appât du gain n'a pas été assez consensuellement perçu pour mener l'OMC jusqu'au bout de sa logique. Je me lève un seconde parce qu'il commence à faire nuit. Il fait nuit plus tôt à Paris qu'à Bayonne parce que nous sommes plus à l'est et là, vous risquez de plus me voir. Voilà. Je suis davantage éclairé pour répondre à vos questions. Alors, on a beaucoup de questions qui sont arrivées justement sur le chat. La première, peut-être, qui peut être regroupée, il y a plusieurs questions qui viennent sur le monde intersocial. La question qui se pose, c'est est-ce que le monde intersocial que vous décrivez est-il condamné à être un monde de désordre ou est-ce que les sociétés civiles peuvent trouver des forums de représentation sur la scène internationale? Ah, très très belle question. Alors, c'est vrai que l'intersocialité que l'on voit poindre aujourd'hui est anarchique. Elle est même, je dirais, plus désordonnée que les très timides et très limitées intersocialités qui existaient auparavant. Pourquoi ? Parce que la mondialisation a suscité un objet que les internationalistes n'analysent pas suffisamment, qui est la colère sociale, qui a pris la suite de la revendication sociale. Aujourd'hui, on ne revendique plus, on explose. Et cette colère sociale, on la voit au niveau des nations. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, il suffit de regarder par la fenêtre et je la vois là de ma fenêtre d'ailleurs, s'exprimer. Mais la mondialisation fait que, d'une part, les thématiques internationales, la mise en procès, par exemple, de la mondialisation néolibérale, prend une place de plus en plus importante, c'est-à-dire il y a une articulation entre colère sociale
et d'énonciation du néolibéralisme mondialisé, et d'autre part, l'effet de communication, de contagion, de diffusion fait qu'il n'y a plus de mouvements sociaux nationaux. Le printemps arabe est devenu un événement mondial. Mais précisément parce que les ressorts de ces dynamiques sociales sont des ressorts de colère, la capacité d'articulation s'en trouve affaiblie. Mais il n'y a pas que la colère sociale dans l'intersocialité. Il y a tout le mécanisme des échanges, qui est bien connu. Mais ce mécanisme des échanges, il correspond par définition à des rationalités individuelles. Et par définition, les rationalités individuelles sont rétives à leur institutionnalisation, ou considèrent que l'institutionnalisation est un coût supplémentaire dont il faut se méfier. D'où effectivement ce mouvement brownien qui caractérise l'espace mondial aujourd'hui, ce sentiment de désordre, qui quand même, alors ça me permet de répondre plus positivement à deux correctifs. Le premier correctif, c'est il y a une dynamique d'institutionnalisation des flux sociaux et des flux sociaux transnationaux. Et ceci se fait à travers le très beau thème de la responsabilité sociale. D'ailleurs, bon, ben voilà, on est des acteurs sociaux, on a une responsabilité vis-à-vis du monde. Parce que aujourd'hui, l'avenir du monde dépend davantage des comportements sociaux que des politiques étrangères des gouvernements. Hein. D'un point de vue écologique, c'est particulièrement remarquable. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette responsabilité sociale aboutit quand même à des formes d'institutionnalisation. Là aussi, je voudrais rendre hommage à Kofi Annan, qui a très bien compris la chose lorsqu'il a lancé, par exemple, le programme Global Compact. Global Compact, peut-être tout le monde n'en a pas entendu parler. Je m'adresse en particulier à mes amis étudiants et élèves, parce que je ne sais pas si on leur en parle beaucoup dans les manuels. C'est une convention que Kofi Annan a proposée aux grandes firmes du monde en disant, voilà, respectez un certain nombre de normes internationales, et si nous, Nations Unies, nous constatons que vous êtes bien en conformité avec ces normes, nous vous donnons un brevet de bonne conduite. Si vous respectez ce que l'on appelle en langage international les bonnes pratiques, eh bien à ce moment-là, nous vous donnons un brevet de bonne conduite. C'est un début d'institutionnalisation que je trouve intéressant. Vous savez maintenant, vous avez quantité d'autres formes d'institutionnalisation. Moi, je ne veux pas finir cet échange sans rendre hommage au Programme alimentaire mondial, à la FAO, à l'OMS, à l'UNICEF ou au Commissariat aux réfugiés. Ils font un boulot formidable, hein, qui appartient à cette mise en ordre, justement, de cette intersocialité. Et puis, vous avez les acteurs privés. Je voudrais rendre hommage aussi à l'énorme travail fait par les ONG. Les ONG parviennent à prendre en charge la satisfaction de ces besoins sociaux dont je parlais tout à l'heure, qui sont associés à cette sécurité globale. Hein, souvent des échanges avec mon ami Pierre Micheletti, qui préside Action contre la faim, et je vois, grâce aux échanges que nous avons, lui et moi, l'énorme travail fait en matière d'alimentation, en matière sanitaire, en matière des droits de l'homme et en matière de promotion de la femme, en matière d'éducation. Comme le propre des sécurités globales, c'est d'être liées entre elles. Il faut travailler de manière systémique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le monde n'est plus un monde d'acteurs, c'est un monde de systèmes. Et travailler de manière systémique, c'est alimenter les gens pour qu'ils puissent aller à l'école. Les faire aller à l'école pour qu'ils puissent se soigner et savoir se soigner. Savoir se soigner pour pouvoir mieux travailler, et ainsi de suite. Tout ceci est lié. Et ça, je pense que ce n'est pas uniquement l'otage d'une compétition sauvage entre individus.
il y a une pensée du social qui est en train de se construire à l'échelle mondiale. Vous en savez quelque chose avec ce que vous faites à Bangui. Et tout ceci va bien dans ce sens. Vous savez, il y a un auteur dont on peut être fier, qui est Victor Hugo, qui parlait de la sympathie des âmes. On était au 19e siècle, mais Hugo avait la préscience de tout ça. Et il avait dit, bah, écoutez, il faut dépasser les impasses politiques pour arriver à une sympathie des âmes qui est à la base de cette solidarité. Et comme je finissais ma conférence tout à l'heure en vous disant que au bout de la solidarité, il y a une carotte, qui est que finalement, si vous êtes intelligent, vous apercevez qu'en étant solidaire avec les autres, vous y gagnez, eh bien, l'homme intelligent, la femme intelligente, entre dans une logique qui finalement, je crois, assure empiriquement, souvent d'ailleurs hors de toute aide étatique, ce minimum d'ordre social, d'ordre mondial dont nous avons besoin pour assumer cette planète. Mais vous savez, les politiques, ils ne sont pas très forts. J'ai organisé au Sénat un petit symposium là-dessus, et sur la sécurité globale, un homme politique important que je ne nommerai pas pour des raisons évidentes a commencé son témoignage en disant « J'avais jamais entendu parler de sécurité globale, je suis allé voir sur Google ce que c'était ». Donc vous voyez, le politique, il est à la traîne, il est dans le wagon de queue. Ben, l'important, c'est d'être dans la locomotive. Voilà, je rebondis sur votre dernière phrase, là, justement, cette réflexion sur Google. Dans le monde intersocial que vous décrivez, c'est une question qui nous arrive du chat également, quelle place on pourrait accorder aux très grandes entreprises, notamment je pense à Google, à Microsoft, à Apple, à Twitter. Est-ce que ces nouvelles sociétés, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit des sociétés commerciales ou des ensembles sociaux, peuvent jouer un rôle? Et quel rôle pourrait-il jouer dans justement cette scène intersociale que vous écrivez? Parce qu'il y a bien des égards, ils sont parfois plus forts que les États. Ben évidemment, mais c'est pas est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'elles peuvent jouer, c'est elles jouent. Elles jouent. C'est-à-dire, le propre de la mondialisation, c'est d'avoir donné une double prime à ces acteurs économiques. Mais on pourrait dire la même chose des acteurs sociaux, mais restons dans les acteurs économiques pour l'instant. D'abord, une prime d'autonomie. C'est-à-dire, la mondialisation vient mécaniquement, inévitablement, éloigner les acteurs non étatiques de l'État et leur donne une part d'autonomie qui leur permet de courir tout seul. Et deuxièmement, leur donne, puisqu'on a affaire à un ordre systémique et d'interdépendance, une capacité de peser sur l'ordre du monde infiniment supérieure à ce que c'était avant. Alors, vous faites allusion aux GAFAM, alors évidemment, elles sont en première ligne. Alors, bon, il y aurait énormément de choses à dire. Moi, j'ai peur des GAFAM. J'ai peur des GAFAM parce que j'ai peur des réseaux sociaux. Je pense que c'est une régression. Vous savez, la mondialisation, ce n'est pas que des ordres, c'est une régression terrible. Peut-être que c'est parce que je me fais injurier, traiter de pédophile, d'ivrogne et de vieillard gâteux tous les jours sur les réseaux sociaux, parce que les trolls poutiniens sont très forts pour ça, mais aussi parce que, par exemple, c'est absolument incroyable, il y a un compte Twitter à mon nom. J'ai pas de compte Twitter, mais il y a quelqu'un qui a créé un compte Twitter à mon nom et impossible pour moi de le fermer. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Ces GAFAM sont des voleurs. Sont des voleurs d'identité, c'est de la captation d'identité, c'est effarant. C'est-à-dire, nous sommes là face au visage le plus effrayant de cette logique d'autonomisation des acteurs. Donc, effectivement, il y a un besoin d'institutionnalisation. Malheureusement, on tombe dans la mauvaise génération, c'est-à-dire la génération intermédiaire entre un ordre étatique et un ordre mondialisé. Donc, on ne sait pas faire. C'est le travail d'un multilatéralisme régénéré que de contrôler tout cela, que de contrôler la fiscalité de ces entreprises.
puisque parler des GAFAM, ça a quand même été un sujet, et ça reste un sujet bien discuté, mais avec des résistances absolument incroyables. Et vous savez qu'à la base de cette résistance, il y a ce que le grand philosophe américain Rorty appelle le cercle herméneutique, c'est-à-dire l'individu dépend du système, mais le système dépend toujours du choix libre des individus. Et donc, tant qu'il y a un individu qui est en position de transgression, l'intérêt de tous les autres individus, c'est de s'installer aussi dans la transgression, sinon ils sont perdants. Et c'est la raison pour laquelle personne n'ose prendre des mesures drastiques pour réguler ce petit monde. Et effectivement, ça fait partie de ce qui doit paraître sur l'agenda international. Peut-être une autre question, alors, mais qui en fait enchaîne un peu ce que vous venez de dire sur la régulation étatique. Il y a beaucoup de questions sur l'évolution de la société mondiale, l'évolution des relations internationales, une question sur la baisse du nombre de guerres interétatiques et l'augmentation du nombre de guerres infra-étatiques ou intra-étatiques qu'on peut éventuellement constater, et aussi surtout des questions sur la démocratie. Au fond, est-ce que la crise que vous indiquez, est-ce que c'est un symptôme ou une conséquence de la mutation des relations internationales? Est-ce qu'au fond, ce que vous évoquez sur la relation entre les princes et les sociétés civiles, est-ce que c'est pas aussi globalement une question de démocratie? Parce que un certain nombre de princes sont présupposés représenter ces sociétés civiles. Et quelle dynamique on pourrait faire au fond entre l'évolution de la démocratie, l'évolution des gouvernances internes et l'émergence d'un nouvel ordre international, plus intersocial? Alors, je vais vous décevoir et je vais peut-être heurter certains de nos amis qui nous écoutent. Moi, je serais très prudent avec l'usage en ce moment ultra-inflationniste de la notion de démocratie en relations internationales. Parce qu'on fait tout dire à la démocratie. Tout et son contraire, d'ailleurs. Vous avez les plus traditionnels, les plus conservateurs qui vous disent la démocratie, c'est ce qui organise les relations gouvernant-gouvernées à l'intérieur de la cité, et donc ça n'a rien à voir avec les relations internationales. Ça, c'est ce qui est dit de Hans Morgenthau, le fondateur du réalisme, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à Hubert Védrine aujourd'hui. C'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas à faire entrer la variable démocratique dans l'analyse des relations internationales. Ce qui d'ailleurs mérite réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, la démocratie a été pensée comme mode d'organisation de la cité, mais n'a jamais été pensée par personne comme mode d'organisation des relations entre cités. En revanche, vous avez eu, à la faveur du néo-kantisme qui a fait Fleurès au moment de, non pas de la guerre froide, mais de la coexistence pacifique, mais déjà, ça apparaissait sous la guerre froide, l'idée que les démocraties ne font pas la guerre. C'est une idée faible, parce que qui a fait les guerres coloniales? Qui aujourd'hui tue tous les jours une demi-douzaine de Palestiniens dans les territoires qui en principe sont les leurs? Est-ce que véritablement la démocratie américaine ne fait pas la guerre? Alors vous avez eu un petit repli qui dit « Ah, mais les démocraties peuvent faire la guerre, mais elles ne se font pas la guerre entre elles. » Bon. C'est vrai que le phénomène des guerres entre démocraties n'est pas un phénomène répertorié, mais est-ce que ça s'explique par la nature de leur régime ou tout simplement par
les processus d'intégration qui se sont construits autour des démocraties occidentales à la faveur de la création de l'Alliance Atlantique et de la création de l'Union européenne. Bon. Maintenant, vous avez depuis quelque temps deux thèses qui se développent et sont partagées. Vous avez la thèse de ceux qui vous disent on est maintenant arrivé dans un monde où vous avez d'un côté les dictatures et de l'autre côté les démocraties. Et ça s'est dit beaucoup à propos du conflit russo-ukrainien. Et c'est comme ça qu'on vous met dans le même panier la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie, la Biélorussie, en disant bah, regardez, c'est des dictatures, et puis en face, l'Ukraine qui construit sa démocratie et toutes les démocraties qui aident l'Ukraine. Oui, d'accord, mais levez un peu plus le rideau et vous verrez que les démocraties occidentales se sont largement appuyées sur toute une série de dictatures, qu'il s'agisse de la Syrie, de l'Égypte du maréchal Sissi, de l'Arabie saoudite du roi Salman, de la moitié des régimes africains qui peuplent le G5 Sahel, mais pas seulement le G5 Sahel, et on pourrait continuer. Donc ça ne marche pas, c'est de l'idéologie, c'est de la légitimation, mais empiriquement, ça ne colle pas. Il y a maintenant une dernière question, qui est peut-être la plus intéressante parce que la solution n'est pas trouvée, qui est de dire, et ça rejoint un peu ce que vous disiez à propos de la responsabilisation sociale et de l'institutionnalisation du social, est-ce que l'on peut arriver à démocratiser, sinon le système international, du moins la mondialisation? Ça, c'est une question ouverte. Alors, le système international, c'est mal parti, parce que l'égalité entre les États et le droit égal de chaque État à participer à la délibération internationale, qui sur le papier était souhaitée par le président américain Woodrow Wilson, est complètement bloquée par la structure même, le droit du Conseil de sécurité, qui est antidémocratique s'il en est et qui est irréformable. Parce que si on voulait supprimer le droit de veto, il y aurait toujours un veto pour mettre son veto à la suppression du droit de veto. Alors, il y a l'autre processus qui est intéressant, qui est la démocratisation de l'espace mondial. Moi, je pense que c'est la seule solution. Et il y a un auteur que j'aime bien convoquer à ce sujet, qui est Jürgen Habermas. Habermas avait défini les conditions de la construction d'un espace public, base de la démocratisation dans les temps d'absolutisme. On est au XVIIIe siècle. Eh bien, je me demande s'il n'est pas en train de se constituer un espace public international, c'est-à-dire un espace où on débat de plus en plus des questions internationales, où les places ne sont plus réservées aux seuls États, mais où tout le monde y participe, où les ONG jouent aujourd'hui le rôle que les bourgeois jouaient dans la constitution de l'espace public au XVIIIe siècle, dans le XVIIIe siècle européen. Et on pourrait ainsi trouver des éléments de ce genre. Il y a des dynamiques sociales, des pressions sociales. C'est aussi le pari des altermondialistes, par exemple. Il y a quantité de dynamiques qui émergent de la société et qui constituent des poussées démocratiques qui peuvent être régulatrices. Voilà. Maintenant, est-ce que ça aboutira? Ça commence à aboutir à certains points, mais est-ce que ça aboutira suffisamment pour qu'on puisse conceptualiser l'idée d'une démocratie mondialisée? Ça, je ne sais pas si je le verrai de mon vivant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces réponses. Je pense qu'on a fait le tour des. J'ai essayé de regrouper un peu toutes les questions qui vous avaient été posées. Peut-être vous demander si vous avez encore une chose à nous dire, un mot de la fin ou quelque chose qui vous paraît devoir être rajouté et qui pourrait clore au moins provisoirement votre réflexion de ce soir. Le mot de la fin à 19h30, ça s'écrit FAIM, hein, donc je pense que voilà, les uns et les autres ont envie maintenant de retourner dans l'espace privé pour continuer à filer la métaphore. Non, ce que je voudrais dire,
c'est peut-être un témoignage. Vous savez, quand on a enseigné les relations internationales pendant plus de 40 ans, on arrive au temps du bilan. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans mon dernier livre, Vivre de culture, qui est une forme de témoignage de mon histoire personnelle. Mais ce qui ressort de ce témoignage, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui est que les internationalistes, mes professeurs, les grands maîtres que je lisais, souvent d'ailleurs en langue anglaise, avaient pour pratique de complètement déshumaniser les relations internationales. C'est-à-dire les relations internationales, et c'est peut-être l'héritage hobbesien le plus troublant, c'était de la mécanique. C'était l'équilibre des forces. C'était l'équilibre de la puissance. Je vous ai dit, j'ai essayé de vous montrer que ça ne marchait plus, ça. Et donc, si ça ne marche plus, la mécanique ne marche plus. Et si la mécanique ne marche plus, peut-être est-ce le bon moment pour réintroduire l'humain dans les relations internationales. Ça a été quand même le grand échec, jusqu'à il y a très peu de temps. C'est-à-dire, les experts, comme on dit maintenant à la télévision, en relations internationales ne faisaient jamais entrer l'humain, ne faisaient jamais entrer le social. Or, sans le social et sans l'humain, je me demande à quoi aurait ressemblé le conflit russo-ukrainien. Parce que s'il y a vraiment une image à garder de cette année terrible de guerre, c'est cette incroyable résistance sociale ukrainienne, que je mets en rapport avec la résistance sociale palestinienne à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, que je mets surtout en rapport avec toutes les souffrances humaines et les souffrances sociales. Et je disais à mes étudiants de Sciences Po en commençant mon cours, ce qu'on appelle le grand cours, c'est-à-dire le cours commun de relations internationales qui s'appelle le cours d'espace mondial, je leur disais, les relations internationales, c'est la science des souffrances humaines à l'échelle de la planète. Et je crois que si on prenait conscience de ça, c'est-à-dire si au lieu de mettre au centre de l'analyse des relations internationales des stratèges qui ne peuvent plus grand-chose, on mettait les souffrances et la résistance aux souffrances, d'abord je crois qu'on aurait une vision plus claire, plus lucide de ce monde tel qu'il est aujourd'hui, et surtout on trouverait peut-être les débuts d'une solution. Si j'ai fait progresser d'un millimètre l'humanisation des relations internationales, alors je suis heureux. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup parce que ce que vous venez de dire est extrêmement, je trouve extrêmement important, extrêmement fort, hein, de replacer l'humanisme comme moteur de l'évolution de l'ordre mondial. C'est quelque chose, évidemment, à laquelle on est, en tout cas moi, je suis personnellement extrêmement sensible. Et je crois que vous pouvez être heureux à la fois d'avoir fait avancer cette cause-là, et puis d'avoir fait naître dans les esprits de ceux qui vous écoutent des centaines de questions, plein d'idées, plein de réflexions, et surtout l'envie de continuer ce que vous avez fait. Et j'ai bien aimé que vous terminiez votre intervention sur l'hommage que vous avez rendu au maître que vous avez eu et lu quand vous étiez jeune, parce que c'est quand on vous écoute, et quand on vous écoute après une carrière un peu achevée, comme la mienne maintenant, on se rend compte que l'université, c'est d'abord le respect qu'on doit à ses maîtres, d'abord la reconnaissance qu'on leur doit pour faire ce qu'ils nous ont apporté, et le devoir qu'ils nous lèguent de transmettre ce qu'on peut essayer de transmettre à nos étudiants. Et je crois que vous avez été très important dans cette chaîne de la transmission de la connaissance, mais aussi de la compréhension. Merci beaucoup, cher Bertrand, de votre intervention, et vous dire également que votre conclusion était aussi parfaite en citant les ONG, puisque c'est Ronnie Broman qui va vous succéder dans 15 jours, qui va intervenir le jeudi 30 pour une conférence également sur l'évolution des relations internationales vues du prisme humanitaire. Merci beaucoup d'avoir contribué à notre cycle. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, eh bien, dans l'espoir que ce monde devienne plus juste et donc plus calme, nous serons très heureux, dans ces périodes de calme, de vous réaccueillir à Bayonne pour la deuxième partie de cette conférence. J'espère, parce que ça, il m'en reste une frustration, et
Et effectivement, les frustrations, c'est mauvais en relations internationales. Exactement. Mais là, on va essayer de lutter contre cette frustration en vous invitant dès que ça sera possible. Merci infiniment de votre présence. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir suivi cet événement. Vous étiez très nombreux ce soir à le suivre. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, Bertrand. À très bientôt, tout le monde, pour une prochaine conférence. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.